Marie Berducou, bonjour. Vous avez étudié l'histoire, l'archéologie, la conservation-restauration en obtenant un diplôme de conservatrice-restauratrice en céramique. Vous avez assuré la coordination pédagogique de la MST, maîtrise de sciences et techniques de conservation-restauration des biens culturels à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Jean-Pierre Sodini en 1973. Et vous avez aussi été formatrice pendant 4 ans à l'IFROI, Institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art. Vous avez consacré 30 années de votre carrière à l'enseignement de la restauration. Vous avez également participé activement à la création du DESS de conservation préventive auprès de Denis Guimard en 1994. Vous avez coordonné et rédigé de nombreux recueils dédiés à la conservation-restauration, dont la Bible de tout restaurateur en archéologie que l'on nomme maintenant le Berducou. Aujourd'hui encore, même à la retraite, vous poursuivez vos actions de sensibilisation à la conservation du patrimoine. Marie Berducou, merci pour votre participation à ce podcast, dont l'objectif est de sensibiliser le grand public à l'histoire et l'importance de la conservation préventive de notre patrimoine. Alors, Marie, pour commencer, pouvez-vous nous donner votre définition de la conservation préventive ? Qu'est-ce que ces termes représentent pour vous ? La conservation préventive, et on parle, c'est sous-entendu, mais ça vaut peut-être mieux de le dire tout de même, on parle de la conservation préventive du patrimoine. Et pour moi, ça représente un ensemble de mesures, mais aussi un ensemble de comportements qui vont avoir comme objectif de protéger les biens culturels, les biens patrimoniaux, de tous les facteurs susceptibles de les altérer, de les dégrader, que ça soit en termes de dégradation matérielle, ou même en termes de dégradation de leur sens, de leur signification. Donc la conservation préventive, c'est une approche très globale, et c'est une approche qui va concerner de multiples acteurs et de multiples facteurs environnementaux autour des œuvres, autour des biens patrimoniaux, pour en ralentir autant qu'on le peut le vieillissement. Comment en êtes-vous arrivé personnellement à vouloir vous investir autant dans cette discipline ? Vous êtes à la base restauratrice de céramique. Comment en êtes-vous venue à la conservation préventive ? Alors, il y a plusieurs mots peut-être que je voudrais reprendre dans ta question. Le mot discipline, je sais qu'on reviendra là-dessus plus loin. Pour moi, la conservation préventive n'est pas une discipline. Je vous déçois, mais c'est comme ça. Et deuxièmement, je suis pas vraiment restauratrice de céramique. J'ai reçu une formation de restauratrice et au sein de cette formation, c'est vrai, je m'étais un peu spécialisée sur les céramiques, aussi un peu sur le verre et plus généralement sur les objets archéologiques. Mais surtout, j'ai pas vraiment exercé le métier de restaurateur. J'ai pas acquis une grosse expérience dans ce domaine. J'ai les bases, je peux bricoler un peu, mais j'ai pas de compétences vraiment pointues dans la pratique de ce métier. Donc mon point de vue, il est un petit peu différent. Et en fait, je suis venue à la conservation-restauration, puis à la conservation préventive, par le biais de l'archéologie, d'une part, et puis aussi peut-être et surtout même par celui de mon goût pour l'histoire. Et donc ce qui compte pour moi dans tout ça, c'est de préserver, de comprendre, d'étudier, de donner à comprendre tous ces objets que nous livre le passé et qui nécessitent une sorte de de truchement. Enfin, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Il faut aussi des gens dont le métier va être de les rendre parlants. Et ça, c'est le travail des conservateurs, des restaurateurs, des conservateurs-restaurateurs et des préventeurs, puisqu'on parlera beaucoup de prévention au cours de cet entretien. Donc, c'est l'amour de l'histoire qui m'a amené à ça. Et une deuxième chose très importante pour moi, même si elle peut paraître difficile à expliquer, j'ai toujours eu une sainte horreur de la distinction qu'on fait en France en particulier, mais beaucoup en Occident d'une manière générale, entre les métiers manuels et les métiers intellectuels. La noblesse étant bien sûr réservée au second. Alors que dans nos métiers à nous, on a, et c'est vrai de l'archéologie en particulier, c'est pour ça que je suis allée vers cette discipline, on a cette chance fabuleuse de pouvoir faire marcher notre tête et nos mains du même pas. Et s'il y en a un qui marche pas bien, l'autre marche encore plus mal. On a besoin des deux. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est une espèce de complétude dans sa façon de vivre, tout simplement,
qui est un bonheur extraordinaire, hein, dont les gens ne se rendent pas compte souvent, je pense. Hein. Alors, moi, c'est ces différents aspects-là qui m'ont amené à la conservation-restauration. Parce que finalement, c'est là-dedans que je trouve tout ça réalisé. À la fois le goût de l'histoire et l'envie de baigner dans un univers où on ne peut être intelligent que par ses mains. Ou bien les mains ne peuvent être intelligentes que si on a l'esprit derrière qui les conduit. Marie, vous dites que la conservation préventive n'est pas une discipline, que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, c'est peut-être un peu... j'ai fait aussi avant tout ça un peu de philosophie. Alors, ça m'a marqué et quelque part pour moi c'est très rigoureux le mot discipline, hein, le mot science aussi. Ça suppose toutes sortes de prérequis extrêmement élaborés. Et je préfère parler de champ disciplinaire. Alors pour moi, il y a un champ disciplinaire, c'est la conservation-restauration. Et à l'intérieur de ce champ disciplinaire, il y a différentes spécialités. Et on peut aller du plus large au plus étroit. Alors je dirais que la conservation-restauration, ou la restauration, hein, puisque pour beaucoup, on garde quand même spontanément ce mot, la restauration, même s'il n'est pas politiquement correct. Donc c'est une des spécialités, un des aspects. La conservation curative, c'en est un autre. La conservation préventive, c'en est un autre. Mais moi, je préfère être peut-être dans une terminologie qui est plus floue, mais parce qu'on est aussi dans une discipline qui a des contours un peu flous, qui n'est pas encore totalement élaborée au sens où peut l'être une discipline scientifique. Je pense que, par exemple, l'archéologie, elle a mis des décennies et des décennies avant de pouvoir se revendiquer comme discipline, et elle l'est maintenant. La conservation-restauration, c'est un work in progress, hein, d'une certaine façon. Donc, moi, j'aime bien l'expression champ disciplinaire. Et je mets un peu en garde contre les ayatollahs du vocabulaire. Hein. On peut avoir le droit d'utiliser des mots un peu flous si la pensée derrière est relativement précise. La spécialisation, elle n'a pas de fin. Je veux dire, on peut aussi être un restaurateur spécialisé dans les vers médiévaux du XIIe siècle au XIVe siècle, dont on connaît la typologie absolument sur le bout des doigts. Mais on peut être un restaurateur en archéologie et aborder des matériaux très différents les uns des autres. On peut être un préventeur qui s'est complètement spécialisé dans le transport des œuvres d'art et qui ne saura pas vous organiser une réserve. Mais on peut être un préventeur spécialisé dans l'organisation des réserves et qui ne saura pas vous programmer la logistique d'un transport. Donc, est-ce que pour vous, la conservation préventive est une spécialisation ? Oui. C'est un des domaines dans lesquels se déploie la conservation-restauration. Et je reprendrai, si vous voulez, les définitions, je suis assez d'accord avec. Il se trouve que, heureusement, parce que j'étais dans le groupe de travail qui les a élaborées, les définitions qui ont été adoptées à Delhi, au congrès de l'ICOM-CC, et qui ont été ensuite entérinées dans la réunion triennale de l'ICOM de Pékin, de 2010 à Shanghai, pas Pékin. Voilà. C'est un groupe de travail qui avait été créé par Gaël de Guichin, donc qui était animé par l'ICROM, et on avait essayé de construire des définitions de ces termes, conservation-restauration, restauration, conservation curative, conservation préventive. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, et dans ce vocabulaire-là, la conservation préventive, c'est vraiment effectivement un champ bien distinct, mais qui appartient au champ plus large de la conservation-restauration des biens culturels. Lorsque le DESS de conservation préventive a été créé en 1994, vous travailliez à l'Université de Paris, auprès de Jean-Pierre Sodini, qui est à l'époque responsable de la maîtrise de conservation-restauration. C'est Denis Guillemard qui dirigera le DESS de conservation préventive, aujourd'hui devenu un master en 2 ans. Pouvez-vous nous expliquer comment à l'époque vous avez ressenti la nécessité et eu la volonté de créer une telle formation si vous considérez que la conservation préventive n'est pas une discipline ? Alors, la conservation préventive n'a pas besoin d'être une discipline pour avoir besoin d'être enseignée, parce que c'est un ensemble de connaissances extrêmement complexes et très variées, pour certaines très touffues même, je dirais. Donc, il est évident que dans la formation d'un restaurateur, qui est déjà quelque chose de compliqué, on ne peut pas inclure tout ce qui est nécessaire à une
bonnes pratiques de la conservation préventive. On peut donner que les bases. Et si on veut ensuite approfondir cet aspect, on a vraiment absolument besoin d'un complément de formation, plus que d'un complément de formation, d'une formation à part entière. Le fait d'avoir une formation de restaurateur vous donne déjà un certain nombre de bases qui sont très utiles, parce que vous connaissez les matériaux, vous êtes censé connaître la façon dont ils s'altèrent, et puis vous êtes censé avoir reçu déjà un minimum d'informations sur les grands facteurs de détérioration des biens culturels. Cela dit, c'est vrai de la formation universitaire parce qu'elle est généraliste, mais vous avez des formations de restaurateurs où l'on apprend que ce qui concerne la peinture de chevalet ou que ce qui concerne la sculpture, par exemple. Et dans ce cas-là, ces étudiants-là seront totalement dépourvus devant, par exemple, des collections d'art graphique, démunis. Ils ne connaissent pas ces matériaux. Alors qu'en conservation préventive, on a une approche suffisamment globale pour pouvoir être efficace, même si on n'a pas une connaissance approfondie de la sensibilité particulière de chacun des matériaux qu'on peut rencontrer dans les objets qui constituent le patrimoine culturel. Donc pour vous, un bon préventeur n'est pas forcément restaurateur en amont, et un restaurateur n'est pas forcément préventeur. Absolument. Gaël Le Guichin nous dit que les personnes impliquées dans les métiers de la conservation-restauration sont des travailleurs sociaux. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, Marie, d'apprendre aux autres à transmettre le patrimoine ? Il y a deux questions dans la question, en fait. Parce que quand Gaël Le Guichin parle de travailleurs sociaux, il ne parle pas spécifiquement de ceux d'entre nous qui enseignent la discipline aux autres. Il parle de la discipline elle-même qui est en quelque sorte au service de la société. Je crois que c'est ça son idée. Et donc dans cette mesure, moi je suis complètement d'accord avec lui. La conservation-restauration, c'est une discipline au service de la société actuelle, la société à venir, et peut-être même les sociétés du passé, même si ça peut paraître un peu paradoxal. Enfin bon. Alors, oui, on a des comptes à rendre, on y reviendra peut-être plus loin dans la discussion, mais on est au service d'une collectivité, ni plus ni moins. Le patrimoine, il leur appartient, donc il nous appartient à tous. Donc c'est évident qu'on a d'abord un rôle social et des obligations sociales. Maintenant, transmettre comme enseignant, c'est aussi une vocation parallèle finalement, parce que alors moi, ça m'a toujours passionné. C'est merveilleux, quoi, de pouvoir apprendre des choses, les partager, se poser des questions, partager les questions qu'on se pose, apprendre de ceux auxquels on enseigne, et y compris de leurs questions aussi. Donc tout ça, ça fait un tout. Je veux dire, c'est moi, j'adore enseigner. J'aime faire comprendre. J'aime partager. C'est mon ressort principal, en fait. Je vais revenir sur la formation qui existe en conservation préventive à l'Université de Paris 1. Pouvez-vous nous expliquer à quel moment vous avez ressenti l'intérêt de créer une formation spécifique pour cette spécialisation ? Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous vient à l'esprit sur une prise de conscience qu'il fallait former des professionnels pour faire valoir cette discipline ? Pour faire valoir cette spécialisation. Je sais pas trop, je cherche. En fait, c'est comme toujours, il n'y a pas un seul élément déclencheur, il y en a plusieurs. Je crois que on avait envie aussi d'aller au-delà de la maîtrise, d'avoir quelque chose qui poursuive vers le 3e cycle. On aurait pu se lancer à corps perdu dans la création d'un DEA, donc ce qui est aujourd'hui un Master 2 recherche. Ça aurait été très compliqué à obtenir. Et on avait en même temps cette conscience qu'on n'était pas du tout au point en matière de conservation préventive en France, et que ce qu'on faisait dans le cadre de la filière de formation des restaurateurs n'était pas suffisant pour qu'on rattrape notre retard. Il fallait qu'on mette les bouchées doubles, il fallait qu'on aille de l'avant, qu'on trouve un moteur pour installer en France des pratiques et des comportements et des états d'esprit différents. On avait un retard énorme. C'était pitoyable, franchement pitoyable. On était à la remorque terrible par rapport à presque tous les autres pays européens, sans parler du Canada où ils étaient à des années-lumière devant nous.
C'est difficile de vous expliquer à quel point c'était vrai. Parce que, en plus, on n'était pas dans un pays où les milieux culturels avaient l'autocritique facile. Surtout dans le domaine de la conservation. Donc, aller dire aux gens, mais vous savez, c'est nul, on est nul. Ce qu'on fait, ou plus exactement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est gigantesque. C'était pas possible. Donc, il fallait qu'on s'y prenne autrement et créer cette formation. Asseoir autour de la table sur les fonds baptismaux de cette formation des partenaires du ministère de la Culture, c'était le premier pas. Le premier pas pour vraiment améliorer la situation des collections en France. Les premiers étudiants étaient principalement des restaurateurs dans cette formation. Plus tard, on a ouvert à d'autres profils, des jeunes diplômés. Plus tard, on a ouvert à d'autres profils, des étudiants beaucoup plus jeunes. Vous dites que la conservation préventive est une spécialisation. Comment voyez-vous le fait d'ouvrir à des jeunes étudiants une spécialisation, étant donné que ils n'ont pas de métier, c'est dans la poursuite de leur cursus? Alors c'est une vraie difficulté. Alors si on reprend, effectivement, la première promotion, peut-être les deux premières, étaient constituées essentiellement de restaurateurs. Non pas parce qu'on n'avait pas ouvert à d'autres, mais parce que c'était les seuls à concevoir l'intérêt de cette formation à l'époque. Et puis, très curieusement, ils ont été très tôt rejoints par des conservateurs de musées. Et là, j'avoue que on en a été les premiers étonnés. C'est-à-dire que cette profession, tout d'un coup, a réalisé qu'elle avait là quelque chose qui pouvait lui appartenir aussi, comme champ de responsabilité, et qu'elle en sortirait grandie, en fait, de s'intéresser à ces questions qui sont bassement matérielles, on pourrait dire un peu triviales. Vous avez encore des conservateurs, il n'y en a presque plus maintenant, mais il fut un temps tout de même où quand vous disiez à un conservateur combien de mètres linéaires seront nécessaires à votre avis pour vos collections de céramique ou vos collections, combien de râteliers pour vos collections de peinture, on vous regardait avec un air scandalisé en vous disant mais vous croyez que mes collections se mesurent avec un décamètre, un mètre, un décimètre? Enfin, vous voyez, il y avait deux mondes, quoi. Il y avait deux mondes. Et il y a une génération de conservateurs, et pas forcément parmi les plus jeunes, qui a vraiment franchi complètement ce gap, ce gouffre, quoi, en se portant vers cette formation. Et ça a été absolument fabuleux. C'est les promotions où on a retrouvé des gens qui sont devenus dans les années qui ont suivi des conservateurs en chef du patrimoine, voire des conservateurs généraux du patrimoine, et des restaurateurs de peinture, de sculpture, d'objets archéologiques. C'est des promotions qui ont été absolument pas toujours faciles, parce qu'il y avait sans doute des conflits qui, de temps en temps, éclataient, mais d'une richesse fabuleuse. Et ensuite, mais beaucoup plus tard, ça s'est élargi parce que les métiers mêmes s'étaient diversifiés. Donc on a vu arriver des assistants de conservation, des régisseurs, des personnes travaillant dans des entreprises de transport, des personnes spécialisées dans le montage d'expositions, des personnes venant du privé, collections privées ou marché de l'art, etc. Et puis, dernière étape, on a ouvert cette formation qui était réservée à des gens bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle à de jeunes étudiants qui venaient de formation initiale. Donc on a créé un métier finalement. Un peu. Et l'étape la plus difficile, ça a été l'accueil de jeunes étudiants. Alors au départ, on en prenait 2 ou 3 par promotion. Et ils apportaient quelque chose qui était très précieux, c'est-à-dire une fougue, une capacité de travail que les plus âgés avaient un petit peu perdu. Enfin, ça s'était un peu émoussé. Donc,
c'était très marrant à voir, c'était très très intéressant. Donc les jeunes qui étaient issus de licences d'histoire de l'art ou d'archéologie, parfois de maîtrise, mais bon, arrivaient comme ça. Eux, ils avaient l'apprentissage facile, alors que pour les plus âgés, c'était toute une gymnastique à remettre en mouvement, quoi. Donc c'était très intéressant, mais on était très inquiets de savoir ce que ces jeunes trouveraient comme emploi à la sortie. Parce que le confort, pour nous, quand même, quand vous créez une formation, que vous l'ouvrez qu'à des professionnels qui sont déjà dans la vie active, à la sortie, ils retournent à leur vie active et à leurs emplois précédents, ou avec quelquefois une petite modification, ou on peut l'espérer une sorte de promotion. Mais en tout cas, la question de chercher du travail ne se pose pas pour eux. En revanche, quand vous entraînez des jeunes dans une formation professionnelle et professionnalisante, il faut qu'il y ait des débouchés derrière. Et on savait pas ce que ça donnerait. Il se trouve que ça s'est plutôt bien passé, ce qui a permis ensuite d'élargir de plus en plus et d'ouvrir de plus en plus à de jeunes étudiants, parce qu'on voyait qu'effectivement, le métier s'était un petit peu façonné, avait trouvé sa place, et que par conséquent, les débouchés professionnels aussi suivaient. Donc, est-ce que c'est pas à ce moment-là que la conservation préventive est devenue une discipline ? Ah, elle y tient, Un peu. Si vous voulez l'appeler discipline, appelez-la discipline. En tout cas, une spécialité professionnelle et un ensemble de métiers bien distincts, oui. Marie, on parlait des conservateurs de musées tout à l'heure. Si aujourd'hui la mention restauration délivre le titre de conservateur-restaurateur, pensez-vous qu'il soit légitime que ceux qu'on appelle préventeurs aujourd'hui puissent être appelés conservateurs-préventeurs ? Légitime, je sais pas. Légitime sans doute. Judicieux, je suis moins sûre. Mais je n'y vois pas d'inconvénient. Maintenant, on a déjà assez de mal à prononcer le mot conservateur-restaurateur. Alors, est-ce qu'on a intérêt à se mettre sur le dos, si je puis dire, l'obligation de parler de conservateur-préventeur ? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je pense que c'est aux intéressés, en fait, de décider si c'est un combat qui vaut la peine d'être mené ou si ça a pas d'importance. L'Institut de conservation canadien, l'ICC, a largement contribué au développement des pratiques normatives en conservation préventive, grâce notamment à ses cahiers et ses fiches techniques. Vous expliquez que lorsque la conservation préventive arrive de façon officielle en France, même si elle est déjà pratiquée ponctuellement par des restaurateurs, elle est déjà bien ancrée au Canada. Quelle a été, selon vous, l'importance de l'ICC dans le développement de la conservation préventive, Marie ? Alors, c'est un rôle tout à fait majeur. D'une part, au Canada, et dans le monde américain, et parce qu'ils ont été très précurseurs et puis très partageux ou partageurs, je sais pas comment il faut dire. Donc avec leur publication en ligne gratuite, et ils ont eu un impact d'autant plus important en France que avec l'obligation du bilinguisme, tout ça était disponible en français. Alors vous savez que pour faire connaître des choses en France, il vaut mieux le faire en français, même encore aujourd'hui, mais il y a 20 ans ou 30 ans, c'était encore plus vrai. Et donc, alors pourquoi ils étaient précurseurs comme ça ? En vérité, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a un côté pragmatique anglo-saxon qui fait que c'est tellement évident que la prévention, c'est la solution, que c'est bien mieux que d'agir après coup. En tout cas, ils ont développé vraiment, ils avaient un gros institut de recherche avec des moyens considérables. L'ICC à Ottawa, c'est des dizaines et des dizaines de chercheurs. Je veux dire, c'est ce qu'on a nous en France, multiplié par si on réunit le C2RMF et le LRMH, c'est encore ça multiplié par 10. Facile, peut-être même davantage encore. Donc, des moyens énormes au service d'un patrimoine qui pourtant est peut-être quantitativement moins important que celui qu'on peut avoir en Europe, mais auquel, en même temps, ils attachent une importance considérable. Et cette vision pragmatique des choses qui fait que on sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ils ont développé cette conservation préventive
bien avant nous, et nous, on n'a fait que cueillir un peu les fruits de leur travail, qui n'est pas que normatif. Attention, quand vous parlez, dans votre question, je crois, vous avez parlé des pratiques normatives, le développement des pratiques normatives. L'ICC, c'est pas seulement ça. C'est une recherche qui a couvert aussi beaucoup d'autres domaines. Par exemple, l'étude très fine et très scientifique des processus de dégradation, qui est la base sur laquelle on peut ensuite construire des pratiques normatives, mais aussi très tôt quelque chose qui a été relayé en Europe par l'ICROM, qui était l'idée de partager avec le public, de faire en sorte que le public soit associé. Vous savez, c'est dans ces pays-là qu'on a pris conscience très tôt de l'importance des communautés, comme on dit aujourd'hui, et de leur implication, du fait qu'on doit nécessairement passer par ces communautés quand il s'agit de conserver leur patrimoine. Donc tous ces aspects-là de la conservation des biens culturels ont été développés à l'ICC et à l'ICROM, et nous, en France, on a petit à petit essayé d'abord de récupérer un peu tout ce savoir, toute cette expérience, et aussi de nous l'approprier et de l'adapter à nos propres conditions d'exercice. Donc finalement, la conservation préventive ne peut pas être efficace sans l'intervention du grand public, et donc la sensibilisation par des professionnels d'un maximum de personnes. Alors si on veut, c'est-à-dire que là on retrouve la dimension sociale et je dirais politique de notre domaine, de notre champ disciplinaire, parce qu'on peut imaginer une conservation préventive totalement déconnectée. Il y a un petit dessin de Saint-Pé qui est absolument génial. On voit un petit monsieur qui accompagne un autre petit monsieur. Ils descendent des marches et on se rend compte qu'ils sont en train de descendre dans une chambre forte. Et dans cette chambre forte, vous avez des caisses, avec marqué Rembrandt, Degas, Gauguin. Et le petit monsieur qui est le banquier, qui accompagne son client, dit à son client « Ah, je ne savais pas que vous aimiez autant la peinture. » Ben oui. Donc on peut imaginer une conservation préventive extrêmement efficace et totalement déconnectée de tout usage social, de toute utilité sociale. On enferme les choses dans un milieu, a priori, on va dire, sans oxygène. Comme ça, on est tranquille, à température constante, sans lumière. Qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand-chose, Eh ben voilà, on est content, on conserve. Et puis c'est de la vraie prévention, là. Eh ben non, c'est pas du tout intéressant de faire ça, c'est pas utile et c'est même probablement à long terme pas efficace parce qu'à force on les oubliera, ces choses. Et quand on les aura oubliées, on arrêtera même de les entretenir. Donc la conservation préventive, c'est montrer au grand public pour pouvoir faire prendre conscience que ça existe. La conservation préventive, c'est pour une part aussi s'occuper de la sensibilisation du public. Et la sensibilisation du public, c'est faire comprendre au public à quel point c'est important et à quel point il est concerné. C'est ça le maître mot, concerné. Partie prenante. En anglais, on vous dirait stakeholders. Il faut faire comprendre aux gens que ça leur appartient et que ce que ça va devenir dépend d'eux. Donc montrer et sensibiliser, ce sont les maîtres mots de la conservation préventive finalement. Ça en fait partie en tout cas, oui. Marie, vous dites aussi que la sensibilisation a une dimension politique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Elle a une dimension politique parce que elle a plusieurs dimensions politiques. Il y a une des dimensions politiques qui est peut-être un peu compliquée à expliquer et pourtant elle est très importante. C'est que le patrimoine, qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Le patrimoine, c'est le fruit d'une sélection. On a choisi un certain nombre d'œuvres, d'objets, de monuments, de sites, et on a décidé de leur conférer une valeur patrimoniale. C'est-à-dire, on leur donne une valeur qui dépasse leur simple matérialité. C'est ce qui fait leur prix, c'est ce qui fait leur caractère patrimonial, ce supplément d'âme, entre guillemets. Ce tri, cette sélection, elle renvoie à quoi? Elle renvoie à l'image qu'une société se fait d'elle-même,
qu'elle se fait de son passé et peut-être aussi de l'avenir qu'elle se rêve, parce que on va transmettre ce qu'on a sélectionné. Donc, on veut aussi transmettre une image de soi à travers cet effort de transmission. Ok ? Bon, quand on a dit ça, on a dit évidemment qu'il y a quelque chose d'éminemment subjectif dans ce travail de définition patrimoniale. Aujourd'hui, on va donner une valeur patrimoniale à un objet qui demain peut-être la perdra. Ou bien on va lui superposer une nouvelle valeur patrimoniale. Je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples de vestiges ou d'objets, de choses qui changent de valeur au cours du temps. Pensez à la colonne Trajane, par exemple, à Rome, qui est quand même une colonne à l'origine érigée en l'honneur d'un empereur romain, Trajan, qui a envoyé quelques chrétiens au Lyon. Et au 6e ou 7e siècle, je me souviens plus exactement, pardonnez-moi, voilà que la Rome chrétienne en fait un symbole très important de son rayonnement, de son éternité, de sa puissance morale, puisque quelqu'un qui profanait la colonne Trajane était condamné au pire des châtiments. Comment est-ce que c'est possible qu'on ait christianisé comme ça la colonne Trajane ? Vous vous rendez compte ? Eh ben, on l'a fait. Elle était restée debout, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, les différents pillages, les sacs par les invasions barbares, etc. Donc ça suffisait pour qu'on la récupère dans une narration chrétienne. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vous assure que c'est marrant comme tout, parce qu'on a même inventé des morceaux des années. Enfin, c'est très drôle, quoi. On fait de Trajan finalement un chrétien qui s'ignorait et Dieu lui pardonne toutes les misères qu'il a fait subir aux martyrs. Bon, donc c'est magnifique comme exemple. Mais il y en a des centaines d'exemples de cette nature-là. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est idéologique, c'est fondamentalement idéologique. Par conséquent, sa conservation est politique. Et au même titre qu'on enseigne l'histoire et que c'est très important pour former des citoyens, on doit aussi enseigner aux gens et partager avec les gens justement cette conscience du caractère éminemment idéologique que représente le tri, le choix, la sélection des objets qui vont rentrer dans ce qu'on appelle notre patrimoine. Alors, comment expliquez-vous que dans les DRAC, il y ait des lignes budgétaires pour la restauration des œuvres, mais pas spécifiquement pour la conservation préventive ? Alors, dans certaines DRAC, on commence à avoir une prise de conscience, mais est-ce qu'on ne devrait pas commencer par là pour... C'est un autre aspect de la politique. J'avais dit qu'il y avait plusieurs... et que c'était politique de plusieurs façons, la conservation du patrimoine. Là, j'ai évoqué l'aspect idéologique. Maintenant, il y a un autre aspect qui est un aspect politique au sens stratégie. Et c'est vrai que si on était intelligent d'un point de vue économique, d'un point de vue de la stratégie bien pensée d'une conservation qui est économe de ces deniers, la conservation préventive serait prioritaire sur la restauration et même peut-être pas sur les actions de conservation curative qui sauvent des objets en danger de perte immédiate. Mais c'est aussi compliqué parce que la conservation préventive ne se vend pas bien, entre guillemets. Vous pouvez pas. C'est difficile d'expliquer aux gens à quel point il faut une attention de tous les instants, des budgets, des mesures d'entretien, des programmations à long terme pour assurer vraiment la pérennité des œuvres et des objets. C'est très difficile de le montrer, ça. Alors qu'une restauration, évidemment, ça parle. Alors, c'est pour ça aussi que la conservation préventive, elle doit communiquer. Et elle doit communiquer, c'est malheureux à dire, mais elle doit communiquer presque, je dirais, contre la restauration. C'est-à-dire qu'elle doit au moins, en tout cas, démythifier la restauration. Parce que la plupart des gens croient que la restauration peut tout faire.
que le restaurateur est un magicien. Ah mince, j'ai marché sur mon tableau, j'ai fait un trou dedans avec mon talon aiguille. C'est pas grave, le restaurateur va passer par là-dessus et il va nous refaire une belle toile toute neuve. Et c'est vrai qu'on peut le faire. C'est vrai qu'on peut le faire. Techniquement, on peut le faire. Le restaurateur, il est presque tout puissant. Hein. C'est merveilleux ce qu'un restaurateur peut faire. Seulement, c'est pas bien du tout. Et l'œuvre, une fois que vous avez passé votre talon aiguille au travers, elle a quand même cette blessure pour tout le reste de son existence. La restauration fait semblant de tout pouvoir faire, mais en réalité, elle ne peut pas vraiment. Hein. Mais on se bat contre ce mythe, et vous l'avez dans la presse grand public tout le temps. La Galerie des Glaces a retrouvé sa splendeur originelle. Nous voyons ce tableau dans ses couleurs d'origine. Nous pouvons enfin retrouver la palette de machin ou de bidule. Bon, non. On retrouve pas la palette de machin ou de bidule. Et la Galerie des Glaces, elle a pas retrouvé sa splendeur originelle. Elle a retrouvé un état nouveau dont nous ne savons pas en réalité dans quelle mesure il est plus proche ou moins proche de ce qu'était l'état originel. Hein, parce que le passage du temps, il est inéluctable. Il s'inscrit dans la matière d'une façon irréversible. Donc, ce mythe du retour en arrière qui justifie tous les accidents sont possibles, toutes les maladresses, tant pis, c'est pas grave puisque la restauration va pouvoir effacer tout ça. Il faut absolument arriver à le sortir de la tête des gens. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la sensibilisation du public est si importante. Il faut faire passer ce message. Non, vous pourrez pas retrouver le passé, quoi. Imaginez par exemple, vous êtes passionné par les voitures, l'histoire des voitures. Alors bien sûr, avoir une voiture très ancienne en état de fonctionnement, c'est génial. Tout le monde peut en avoir envie. Et moi, j'ai rien contre. C'est très bien. Ça va contrarier certaines exigences parce qu'on va changer les pièces. Au bout d'un moment, les pièces de rechange anciennes, on les a plus. Donc, on va en fabriquer de nouvelles. Et on s'éloigne petit à petit de l'authenticité matérielle de la voiture d'origine. Bon. Mais après tout, pourquoi pas? On peut avoir dans un musée la voiture ancienne avec toutes ses pièces anciennes. Elle roule plus et on la regarde en tant que document historique. Et à côté, c'est génial, on a la voiture restaurée, réparée, qui peut rouler, on est content, on monte dedans. Super. Est-ce que vous pensez que quand vous montez aujourd'hui dans une voiture décapotable qui a un siècle et demi, vous ressentez la même impression de vitesse que celui qui y roulait effectivement il y a un siècle et demi? Non. Bien sûr que non. Vous avez une autre expérience de la vitesse. Donc vous pourrez jamais vivre ce qu'a vécu le premier des conducteurs de cette voiture. C'est autre chose que vous vivez, une autre expérience. Il faut pas vous imaginer que vous êtes dans la peau et dans l'esprit de celui qui a été le premier à conduire cette voiture. Ok? Voilà. Et ça, c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer aux gens. Et c'est pas toujours facile. En conservation, en restauration, nous apprenons à conserver la matérialité et le sens. Dans une autre de vos publications, vous nous dites le patrimoine matériel n'existe que parce qu'il véhicule un message immatériel. Pouvez nous préciser de quel type de message il s'agit? Oui, bien sûr. Alors, message, c'est un mot. On peut aussi utiliser le mot valeur. Il y a des gens qui l'aiment pas parce que ça renvoie peut-être à la, comment dire, au champ lexical de l'économie, de la finance, tout ça. Donc c'est pas joli. Pourtant valeur, c'est un mot qui est beau aussi. Hein. Et donc les messages, les valeurs, les sens, les significations, vous avez tout ça qu'on rencontre hein, quand on parle des biens culturels. Effectivement, vous avez par exemple 10 grammes d'or sous la forme d'un cube. Ça vaut 10 grammes d'or. 10 grammes d'or sous la forme d'une bague extrêmement travaillée, très fine, très ciselée. Ça a une autre valeur. 10 grammes d'or sous la forme d'une bague très ciselée, très travaillée, qui a appartenu à quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, qui est très connu, qui est une grande célébrité, qui est un personnage peut-être auquel on a presque envie de rendre un culte. Ça a encore une autre valeur. Ok ? 10 grammes d'or
dans une bague très ciselée, très gna machin, qui a été portée par une femme, par exemple, qu'on apprécie, gna banala, qui en plus est devenue un symbole religieux sacré dans une religion donnée. Voilà encore une valeur supplémentaire. Donc les valeurs portées par les objets patrimoniaux, elles appartiennent à toutes sortes de catégories. Ça peut être des valeurs tout simplement historiques, bien sûr, une valeur de document. Ça peut être une valeur sentimentale. Ça peut être une valeur esthétique. Ça peut être une valeur de témoignage. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être une valeur scientifique. Bon, il y a toutes sortes de. C'est pour ça que le mot message est pas toujours parce que message, on a l'impression qu'il y a une intentionnalité. Il y a un émetteur, c'est l'objet qui cause, et puis il y a le récepteur, c'est nous. Enfin, les objets ne parlent pas vraiment, pas tout seuls en tout cas. Et en plus, les messages sont pas forcément intentionnels. Je veux dire, une céramique archéologique ou un silex taillé de la préhistoire, ça va véhiculer pas tellement de messages à l'origine. Hein. Par contre, pour nous, ça a une importance parce que ça nous donne des informations historiques auxquelles nous tenons, qui nous aident à élaborer notre savoir sur le passé. Donc, vous voyez, le mot valeur, moi, je le préfère un peu au mot message, je dois dire, mais parce que ça me permet de mieux embrasser toute la diversité, justement, des significations, si vous voulez, qu'on peut donner à un objet, que sa patrimonialisation va mettre en valeur, va mettre en avant. Mais elle va lui en faire perdre d'autres. Hein, c'est dans le même mouvement. Quand vous faites, par exemple, quand vous sacrifiez la valeur d'usage de quelque chose pour le mettre dans un musée et en assurer la transmission, la conservation dans des bonnes conditions, eh bien, vous le faites changer de signification, d'une certaine manière. Donc, il perd d'un côté, il gagne de l'autre. Et cette espèce de transaction permanente entre les valeurs, c'est le jeu, c'est le terrain de jeu, intellectuellement parlant, de la conservation des biens culturels. Dans votre article « Témoignage d'une jeune lectrice » paru en 2015, vous expliquez que vous plaisantiez avec vos étudiants en leur disant que lorsque le principe de l'intervention minimale se serait imposé, nous pourrions raccourcir de façon conséquente la durée de leurs études. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs de quoi parlons-nous quand on utilise les termes d'intervention minimale ? Oui, c'est vrai qu'on s'amusait bien avec ça. Alors, la notion d'intervention minimale en restauration, puisque là on est dans le domaine de la restauration, c'est l'idée que on va en faire le moins possible, mais on va faire ce qui est nécessaire pour que la survie de l'objet, sa conservation soit assurée. Et aussi pour qu'il puisse être compris. Donc, en faire le moins possible, c'est par exemple, on va pas forcément doubler la totalité de la surface d'une peinture avec d'une peinture sur toile par une autre toile, ce qu'on appelle le rentoilage. Si on peut se contenter peut-être d'un léger refixage, parce que le problème de cette peinture, c'est simplement que la couche picturale est un peu fragile. Bon, mais c'est ça l'intervention minimale, c'est une sorte d'idéal. Et pourquoi je plaisantais avec les étudiants ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, après tout, c'est très compliqué de doubler la totalité de la surface d'une toile peinte par une nouvelle toile. Ça, c'est vrai, c'est d'une technicité très, très lourde. C'est une intervention complexe. Alors que faire un refixage léger, c'est plus facile, entre guillemets. Donc, si on allait vers l'intervention minimale systématiquement, on pourrait économiser pas mal de savoir-faire ou de connaissances un peu lourdes sur les matériaux utilisés pour les consolidations en profondeur, par exemple, etc., etc. Bon, ça c'est vrai. Et en même temps, c'est faux. C'est pour ça que c'est drôle, parce que en fait, il faut méditer, vous savez, cette formule qui peut le plus, peut le moins, ou qui peut le moins, peut le plus, qui peut le plus, peut le moins. En restauration, en fait, pour savoir se limiter strictement à ce qui est nécessaire, il faut être très bon, très expérimenté, très savant. Donc avoir une très bonne formation et un commencement sérieux d'expérience. Quand on démarre, ou si on a une formation un peu approximative,
on va aller au contraire à l'intervention maximale. Vous savez, un peu comme les gens qui vont mettre à la fois le casque, le parachute, les chaussures de sécurité, les genouillères, alors qu'ils ont 3 marches à sauter. Mais comme ils sont pas sûrs d'eux, ils prennent le maximum de précautions. Après, moi, ça bougera plus. Ah oui, ça bougera plus, j'ai tout bien verrouillé, j'ai tout bien refixé, j'ai tout bien recollé, j'ai mis en plus des goujons, des machins, ça, je suis tranquille. Mais non, alors qu'il aurait suffi d'un petit collage léger, voire peut-être même d'un simple positionnement sur un socle, sans colle, sans goujons, sans rien. Mais pour être sûr que ça va suffire, il faut beaucoup de savoir-faire, il faut beaucoup d'intelligence de l'objet. Et il faut aussi, soit dit en passant, une bonne connaissance des conditions dans lesquelles il va être conservé après. C'est-à-dire une bonne idée de la conservation préventive exigée par ce type d'objet en fonction de la restauration que j'aurai faite. Si mon objet, ma sculpture, elle va retourner dans une petite église du fin fond du Finistère, où quand même il faut reconnaître que l'atmosphère est assez humide, c'est pas tout à fait la même chose que si elle va dans la salle d'un musée climatisé. Donc peut-être que si elle retourne dans le Finistère, je vais quand même être obligée de la refixer un petit peu plus lourdement, avec un adhésif peut-être un peu moins réversible que si je sais qu'elle va atterrir dans les salles tranquilles d'un musée bien contrôlé. Donc vous voyez, tous ces facteurs-là font que l'intervention minimale, elle est praticable ou elle n'est pas praticable, et qu'on va mettre le curseur plus ou moins haut dans le degré d'intervention que va nécessiter un objet ou une œuvre. Et c'est pareil aussi pour la restauration purement esthétique, c'est-à-dire si vous avez la possibilité de tout un appareil critique autour d'un objet pour faire comprendre pourquoi il est lacunaire et qu'est-ce qu'il y avait à la place des lacunes. Si vous pouvez en donner une idée à côté de l'objet et pas sur l'objet, vous ne serez pas obligé de pousser la retouche aussi loin que si votre objet il est tout seul à parler de lui-même et que pour le rendre compréhensible, à ce moment-là, vous n'avez que la retouche qui va devoir être poussée relativement loin. Voilà. Donc le but, c'est de ne plus toucher à l'objet, mais de s'occuper finalement de ce qui l'entoure. Pas forcément, parce que si l'objet, si c'est une ruine d'objet, si je vous mets 3 tessons sous le nez, bien sûr, si vous êtes un archéologue spécialisé de la céramologie de la période de ces 3 tessons, vous allez tout de suite voir la forme à laquelle ces 3 tessons, la forme du pot à laquelle ces 3 tessons ont appartenu. Mais si vous êtes quelqu'un de normal, si j'ose dire, vous allez voir 3 tessons et vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc il faut recoller les 3 tessons et peut-être même reboucher un certain nombre de lacunes entre ces 3 tessons pour qu'apparaisse la forme de l'objet et qu'on se rende compte que c'est un pot. Un pot qui versait, par exemple, parce qu'il a un bec verseur. Et puis parce qu'il a une anse. Si vous avez l'anse en morceaux, 3 fragments, et le bec cassé, personne ne reconnaîtra ce que c'est. Donc, à quoi bon présenter des objets que les gens ne comprendraient pas ? Ça n'a pas de sens pour personne. La valorisation et la communication ne pourraient pas remplacer la restauration, finalement ? Elles peuvent en partie, mais pas dans tous les cas. Mais il faut explorer toutes ces... Et c'est d'ailleurs... c'est à manier avec précaution, mais enfin, c'est quand même aussi, pour l'avenir, là, une des choses très intéressantes pour vos générations, c'est tout ce qui est proposition virtuelle qu'on peut juxtaposer à un objet réel et qui peut permettre de présenter l'objet, même s'il est incomplet, mais en donnant des clés de compréhension par une proposition virtuelle de ce qu'il a été, et parfois même plusieurs propositions si vous avez plusieurs hypothèses à présenter. Donc ça, c'est des choses passionnantes pour l'avenir, à mon avis. Faut pas en avoir peur, mais il faut pas non plus foncer tête baissée sans regarder tous les aspects dangereux. Mais il y a des choses à faire. Moi, je sais que j'ai toujours rêvé, par exemple, même je dirais petite, oui, parce que c'est vrai, quand on voit vous avez dans l'œil le buste de Néfertiti qui est conservé à Berlin, magnifique.
magnifique, avec cette chose horrible qui est l'œil. Vous vous souvenez, il y a un des deux yeux, dont la pupille manque. Vous vous souvenez pas? Vous le regarderez. Cet objet est d'une beauté absolument extraordinaire. Et puis, vous avez ces deux yeux grands, ces yeux ouverts, magnifiques. D'un côté, un œil est complet, et de l'autre, il est tout blanc. La pupille manque. Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi on la refait pas? Quand j'étais petite, je trouvais que c'était une insulte à la beauté de cet objet, quoi, ce côté presque éborgné. Mais évidemment qu'il n'est pas question de refaire l'œil de Néfertiti, c'est pas possible, quoi. Mais si on projetait une petite image laser de temps en temps, juste à la demande, on appuie sur un bouton et puis à coup, si on est sûr que ça va pas abîmer l'œil, ça ferait de mal à personne. Et vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas fermée à toutes ces. Je trouve qu'il faut avoir un peu d'imagination. C'est pas parce qu'on s'occupe du passé qu'on n'est pas. Vous remettriez les bras de la Vénus de Milo? Alors non. Non, d'abord parce que je la trouve trop belle comme ça, mais surtout parce que j'aurais pas d'hypothèse suffisamment. Alors non, je dis des bêtises parce que même si j'avais des hypothèses extrêmement sérieuses, très étayées, incontestables, qui me disent comment étaient les bras, où ils étaient, et patati et patata, je les referais pas, je les remettrais pas. Mais par contre, avoir un petit dessin à côté, ou mieux, un hologramme, j'en sais rien, où on voit la Vénus de Milo avec les différentes hypothèses qu'on peut y mettre sur la position de ses bras, pourquoi pas? On peut s'amuser aussi un peu. Marie, comme on le rappelait en introduction, vous avez coordonné en 1990 un ouvrage de référence qui traite de la conservation et de la restauration des vestiges archéologiques. Il a été traduit en plusieurs langues, en arabe en particulier, et il est encore aujourd'hui la référence. Quelle part portez-vous à la transmission des savoirs ? Quelle est la place, du coup, pour la sensibilisation du grand public dans un domaine que l'on cherche à professionnaliser? Alors, on a déjà un peu évoqué tout ça. Il y a la transmission des savoirs comme on peut l'envisager en tant qu'enseignant. Et c'était un peu dans cet esprit-là qu'on avait réuni cette équipe qui a écrit, puisque c'est un ouvrage collectif, la conservation en archéologie. C'est très important de transmettre. Ça permet de former des générations qui, à leur tour, en formeront d'autres, et chacune à sa façon d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose, et qui est une chose très importante. Sinon, j'aurais pas fait de l'enseignement, et j'aurais pas écrit quelque chose qui est un manuel, et qui est donc censé être un support pour la formation des professionnels. Maintenant, la sensibilisation des publics, on en a parlé, c'est autre chose. C'est autre chose qui nous concerne au premier chef, et de bien des façons. Alors, je crois qu'on a évoqué déjà, à ce moment de l'entretien, on a largement parlé des bonnes raisons pour lesquelles il y a cette nécessité de sensibiliser les publics. On peut en parler, j'en ai une autre que j'ai pas encore sortie de ma poche, que je peux dégainer maintenant, c'est l'intérêt des professionnels. Parce que si vous voulez être compris, si vous voulez qu'on comprenne aussi votre utilité sociale et votre coût économique, il faut bien convaincre de l'intérêt qu'il y a conserver le patrimoine et du fait que cette conservation ne va pas de soi, qu'il faut tout un ensemble de mesures et de professionnels pour l'assurer. L'intérêt des professionnels ou des politiques ? Les politiques, je suis pas sûre que leur intérêt soit... Bon, j'ai pas trop envie de parler de ça parce que je vais devenir méchante. J'ai l'impression que dans ce pays, en tout cas, l'intérêt des politiques, il se limite beaucoup à leur réélection. Et qu'il y en a pas beaucoup qui investissent dans la politique autre chose que leur carrière. Donc, si on parle de politique, alors au sens plus noble, au sens plus large du mot, l'intérêt politique de la conservation, c'est quoi? Je suis pas sûre de bien comprendre la question, en fait. Tu peux essayer de la reposer peut-être autrement? Oui, on parle beaucoup de développement durable actuellement dans le domaine du climat. Est-ce que la conservation préventive, ce serait pas la politique de développement durable du patrimoine? Ah oui, alors tu pensais politique en termes de stratégie, quoi, de conduite à tenir, avoir une politique de. Ok, tu parlais pas de la classe politique ou de l'intérêt des politiques. Ok.
Ah oui. Ah bah oui. Alors oui, la conservation préventive, c'est une politique intéressante pour assurer la conservation du patrimoine. Et la conservation du patrimoine, c'est un besoin social, c'est un besoin politique au sens noble du mot fond. Bon, maintenant, la comparaison avec le développement durable. Alors, il faut faire attention parce que le développement durable, on le met un peu à toutes les sauces. Et donc, la conservation préventive, il faudrait pas qu'on la mette aussi à toutes les sauces par le truchement de cette comparaison. C'est vrai que la conservation préventive, si on la conçoit bien, elle ne se conçoit que dans le long terme. Même pas le moyen terme, le long terme. C'est presque sa mission essentielle par rapport à la conservation curative ou à la restauration. C'est de se penser vraiment sur le très long terme. Donc si on se pense sur le très long terme, on s'inscrit forcément dans la durée, dans la durabilité aussi. Ou si on préfère, dans la soutenabilité. Il faut que ça soit, qu'on puisse assurer longtemps les conditions qui permettent de garantir la conservation des collections ou des monuments. Donc, en quelque part, on est bien en parallèle, effectivement, avec le développement durable. Et il faut se rappeler que dans la définition même du développement durable, vous avez plusieurs composantes. La composante nature, mais aussi la composante sociale. Le développement durable, il repose sur un trépied. L'économie, la nature, la société. Et il faut que, pour que quelque chose soit durable, il faut que ça satisfasse les trois pôles. Alors la conservation préventive, c'est la même chose. C'est pour ça que les toiles conservées dans leur caisse au fond du coffre de la banque, c'est pas de la conservation préventive au sens où nous on veut la faire, parce que nous on a une certaine vision politique de la conservation préventive qui est de la mettre au service de la société et donc de permettre un certain usage des biens culturels. De la même façon que dans le développement durable, il faut se débrouiller pour qu'un certain usage de la nature soit possible durablement, mais possible. Marie, si vous deviez expliquer la conservation préventive à un enfant, quels sont les mots que vous utiliseriez? Et après, si vous deviez l'expliquer à un professionnel, est-ce que vous emploieriez les mêmes mots ou d'autres mots un peu plus complexes? Non, j'utiliserai sûrement pas les mêmes mots. Alors, pour un enfant, qu'est-ce que je pourrais lui dire à un enfant? Je lui dirais, par exemple, tu aimes bien ton nounours ou ton doudou et tu voudrais bien le garder longtemps. Alors, il va falloir faire attention à certaines choses. Par exemple, marche pas dessus avec tes chaussures toutes sales. Tu sais que si tu le déchires, on pourra le recoudre une fois, peut-être 2 fois, mais pas 15 000, quoi. Donc fais quand même aussi un peu attention. Tire pas trop dessus. Lui tire pas trop sur le bras à ton nounours parce que ça va être compliqué. Lui enfonce pas les yeux parce que, bon, tu vois, ça on pourra pas le réparer. Et moi, tu devrais peut-être pas l'emmener à l'école parce que il risque de lui arriver des tas de problèmes à l'école. Oh, tu vas le perdre, on va te le voler, ou tu vas tu vas plus savoir où tu l'as mis, ou on va te le confisquer. Bon, bref, tu vois, fais attention. Il y a des choses que tu peux faire avec ton doudou ou ton nounours, et puis il y a des choses il vaudrait mieux éviter de les faire. Voilà. Et comme ça, tu vas pouvoir le conserver longtemps, jusqu'au moment où tu n'en auras plus envie. Et à ce moment-là, tu pourras peut-être le mettre dans un coin, et ça sera juste un bon souvenir. Ou le mettre à la poubelle si tu préfères. C'est toi que ça regarde. On peut pas parler comme ça à un professionnel, parce qu'il serait pas content. Je crois qu'il serait pas content. Mais en plus, parce que lui, c'est pas son doudou. Vous comprenez? C'est pas son doudou, c'est pas son nounours, c'est notre doudou, c'est notre nounours dont il s'occupe. Donc il peut pas faire il a pas à faire ce qu'il veut avec, et encore moins le jeter s'il a décidé de le jeter. Donc le professionnel, on est obligé de lui rappeler d'abord que il a une discipline, un métier, un ensemble de connaissances et de savoir-faire qui sont au service d'un patrimoine qui appartient à la collectivité.
Et que par conséquent, aussi longtemps que cette collectivité veut protéger ce patrimoine, le transmettre, il a le devoir de mettre en œuvre toutes les meilleures conditions possibles pour que ce patrimoine dure dans le temps. Donc le mettre dans des bonnes conditions, en faire un usage raisonné, raisonnable, mais un usage quand même. Hein. Et donc bien connaître tous les facteurs, tous les comportements qui présenteraient des risques, qui pourraient entraîner des dégradations, de façon à l'en sauvegarder, à l'en protéger. Un des axes de la politique culturelle des musées, c'est de faire voyager les œuvres par le biais des expositions temporaires. Est-ce que, selon vous, cela va à l'encontre de nos principes de conservation préventive ? Ça, c'est une question qui est drôlement piégeuse et difficile parce que on peut souhaiter mettre à la disposition des gens le plus possible de chefs-d'œuvre ou le plus possible même tout simplement de biens culturels, d'objets patrimoniaux. Et ça a un coût, y compris un coût pour leur avenir, l'avenir matériel de ces œuvres ou de ces objets. On prend des risques en les exposant même tout simplement, et encore plus évidemment en les faisant voyager. Alors c'est à chaque fois, il faut peser le pour et le contre, hein, parce qu'il y a aussi un autre écueil, c'est de connaître les œuvres ou les objets qu'à travers les représentations photographiques, les illustrations. Quand vous apprenez l'histoire de l'art uniquement à partir de diapositives ou d'ouvrages même très bien illustrés, avec des illustrations de grande qualité, vous ne l'apprenez pas comme vous l'apprenez dans un musée, devant des œuvres ou devant des objets. Il y a une relation directe avec les œuvres ou avec les objets que rien ne peut remplacer. Aucun succédané, aucun... Et donc, on a tendance à ce moment-là à vouloir tout mettre à disposition du public. Et alors pourquoi est-ce que, par exemple, seul le public parisien ou ceux qui ont les moyens de se rendre à Paris pourraient venir voir Mona Lisa ou la Joconde? Et pourquoi est-ce que le petit berger des Pyrénées, il n'aurait pas le droit aussi de la voir, alors que monter à Paris, pour lui, c'est peut-être quelque chose qui n'arrivera jamais. Bon, mais tout ça, comment dire, il faut rester dans des choses raisonnables. On peut pas non plus mettre la Joconde dans une caravane et parcourir la France entière avec, pour la montrer à tout le monde. C'est pas trop possible. Sans parler du fait que la Joconde, elle appartient même pas qu'à Paris, elle appartient pas qu'à la France, elle appartient pas qu'à l'Europe, elle appartient peut-être à une humanité plus large encore. Donc, à partir de là, on sait plus ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Alors, dans ces conditions, c'est facile à dire, mais c'est réconfortant. On peut être très terre à terre et se dire, ah ben tiens, ça peut voyager, ça apprend, c'est pas très risqué. On peut le faire. Alors faisons-le. Ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, peut-être qu'on va y renoncer. Moi, j'atterris sur des choses très pragmatiques parce que, au fond, je ne sais pas comment résoudre le problème, le vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est que je sais bien que rien ne remplace le contact direct avec les œuvres, avec les objets. Et je dirais même plus le contact singulier. Je sais pas si, nous, parce qu'on est des professionnels, on a cette chance extraordinaire d'aller dans des musées fermés, dans des réserves fermées. Un restaurateur, il peut passer des heures et des heures en tête à tête avec un chef-d'œuvre. Vous vous rendez compte, cette chance extraordinaire que c'est? Je veux dire, on a une relation aux œuvres ou aux objets. Si les gens savaient ce que c'est, ils auraient envie de nous lapider, je pense, parce qu'on est trop vénards. Ils comprendraient même pas qu'on se fasse payer pour ce qu'on fait. Parce que il faut qu'ils comprennent, mais bon. Je veux dire, on a cette chance fabuleuse, quoi. Et donc, évidemment, on va pas en priver les autres. En même temps, quand vous voyez les foules qui se pressent à certaines expositions temporaires, même si on a fait maintenant le contingentement qui est quand même des visiteurs, donc ça c'est moins pénible que ça ne l'a été à certains moments, mais quand même, quand vous voyez les gens qui sont à passer la tête au-dessus de l'épaule de quelqu'un pour apercevoir une œuvre, et puis alors surtout tous ceux qui
du coup, peut-être parce qu'il faut passer très vite, voient tout à travers leur appareil photo. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est frappant. Oui, les gens, ils entrent dans une exposition et clac, ils commencent à faire le tour et ils prennent des photos. Ils s'arrêtent 30 secondes, le temps de faire leurs photos, ils passent à l'œuvre suivante. Peut-être parce qu'effectivement, s'ils voulaient s'attarder davantage, on leur dirait de circuler. Ils gênent le mouvement d'ensemble, quoi, le flux. Donc, je sais pas où est la poule, où est l'œuf dans l'histoire. Mais enfin, c'est des conditions, en tout cas, de délectation qui ne sont pas remplies. Moi, j'aime bien ce mot délectation. Il fut un temps, il était dans le code de déontologie de l'ICOM. Maintenant, on l'a retiré. Mais le musée est un lieu de délectation. Ça devrait être un lieu de délectation, le musée. On devrait pouvoir y prendre son pied, s'y amuser, et puis être content de voir des choses extraordinaires. Bon, enfin bref. Alors que maintenant, c'est souvent, pas toujours, mais c'est quand même souvent des conditions beaucoup moins favorables à cette espèce de création d'un lien, de contemplation, ou de peut-être parfois même le contraire de la contemplation. On peut parfois être choqué ou on peut voir des choses qui vous répugnent, ça arrive aussi. Mais enfin, au moins il y a quelque chose qui se passe, quoi. Tandis que ça peut pas arriver avec une reproduction. Et je dirais même, tout à l'heure j'évoquais, parce que moi ça me fait un peu rêver, les reconstitutions virtuelles, etc. C'est pas on s'en approche, mais c'est quand même autre chose aussi. Je sais pas si vous avez pu voir soit Notre-Dame, soit par exemple Lascaux en tridimensionnel virtuel. Vous avez le petit ordinateur dans le dos, le casque intégral sur la tête, et vous vous promenez dans Lascaux. Moi, j'ai vu Lascaux pour de vrai. J'ai eu la chance, parce que j'étais dans le comité machin pour la préservation. Et j'ai vu le Lascaux virtuel. Ça m'a bluffé quand même, le Lascaux virtuel. C'est extraordinaire, Et on peut ressentir une vraie émotion. Une émotion et une émotion poétique, enfin une émotion. On est seul, quoi. On est seul avec son casque, son ordinateur, et on se déplace dans la cavité de Lascaux. On peut s'approcher, ce qu'on peut pas faire dans la vraie. On peut être à la hauteur des peintures, ce qu'on peut pas faire dans la vraie non plus. On peut prendre son temps, ce qu'on peut pas faire dans la vraie non plus. Donc il se passe quelque chose, il peut se passer quelque chose avec une reconstitution virtuelle de très grande qualité, si elle est bien accompagnée ou si elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire, si on vous en fait pas un Lascaux Disney, parce qu'on pourrait imaginer. Vous ajoutez un petit homme préhistorique en train de peindre. C'est possible dans une reconstitution virtuelle. Vous pouvez tout faire. Donc ça peut donner lieu à toutes les dérives. Mais en même temps, c'est un outil absolument extraordinaire, à mon avis, bien supérieur au facsimilé, qui peut compenser cette très pénible confiscation qu'on est obligé de faire quand des lieux aussi fabuleux, extraordinaires, essentiels comme Lascaux doivent être fermés au public, sous peine, sinon, de les voir disparaître très rapidement. Ou comme la grotte Cosquer, avec le dérèglement climatique, elle va bientôt être sous l'eau, donc ouais, peut-être. Un des seuls moyens de la sauver, c'est une reconstitution. Ça va pas la sauver, ça va sauver nous, ça va sauver notre connaissance, notre possibilité de découvrir cette grotte, de la voir, pas la voir, mais de voir quelque chose qui lui ressemble, qui en est là. Je vais repartir dans des choses alors très techniques, mais c'est ce que Brandy appelait, vous voyez qui c'est, Brandy, le grand théoricien de la restauration des œuvres d'art. Donc, quand il parlait de la distance qui sépare une œuvre au moment de sa création, de ce qu'elle est devenue, au moment où nous la contemplons, nous la regardons. Il disait le tout est de savoir si ce que nous regardons là maintenant est bien la légitime sécrétion, c'est très Bosch comme expression, mais c'est la sienne, de l'œuvre qui est sortie des mains de l'artiste. Autrement dit, est-ce que tout ce chemin parcouru dans le temps, qui a transformé cette œuvre, et qui en a fait ce que nous avons aujourd'hui devant les yeux, est-ce que tout ce chemin-là l'a perverti ? Est-ce qu'elle s'est perdue en chemin ?
Ou est-ce que c'est bien encore la même œuvre que nous regardons, même si elle est différente, même si elle a changé? Vous voyez, vous comprenez l'idée? Voilà. Alors, tous les moyens qui permettent de donner à voir des originaux ou des copies virtuelles qui, quelque part, gardent ce fil ténu, ce fil légitime qui fait que ce fil d'authenticité, hein, c'est paradoxal de parler d'authenticité pour une copie, mais si, pourtant, c'est cette légitimité. Est-ce que ça nous parle vraiment de l'œuvre du départ? Est-ce que ça nous en parle encore? Même si c'est différent, c'est plus l'œuvre du départ, mais est-ce que ça nous parle encore de l'œuvre du départ? Vous comprenez l'idée? Voilà. Ça, c'est tous les enjeux de qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut pas montrer, pourquoi de temps en temps il ne faut pas montrer, pourquoi on ne peut plus montrer. Et il faut s'en expliquer de ça au public. Il faut vraiment arriver aussi à partager. C'est un échec pour nous, hein, quelque part, de pas pouvoir montrer aux gens les œuvres, le patrimoine qui leur appartient, qui est le leur. Mais nous, on sait que si on le met comme ça à disposition, on n'a pas trouvé la bonne façon de mettre à disposition sans mettre en danger. Alors on est coincé. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer aux gens, parce qu'ils peuvent comprendre, hein, je crois, ils peuvent vraiment comprendre, mais à condition qu'on le leur explique, bien sûr. Vous pensez que c'est ça, Marie, l'évolution de la conservation préventive, de nourrir ou de montrer des copies? Est-ce qu'il y a d'autres champs qui pourraient être explorés encore? Je crois qu'il faut quand même rester vaillamment convaincu que si on peut montrer les originaux, il faut montrer les originaux, hein, et mettre tout. Justement, c'est ça la conservation préventive. Ça va être mettre tout en œuvre pour qu'on puisse montrer, partager, sans mettre en danger. Ce serait tout à l'heure, on demandait de résumer en 3 mots. Finalement, ça pourrait être ça, hein. Montrer sans mettre en danger. Mais quand on est acculé, qu'on peut pas, ou bien quand on veut mettre le patrimoine à la portée de gens qui peuvent pas se déplacer jusqu'à lui, alors il y a beaucoup de solutions alternatives qui peuvent être les copies, les facsimilés, les reconstitutions virtuelles. Et en sachant bien, il faut faire très attention. Maintenant, tout le monde a compris qu'une restauration, c'est une interprétation. Il faut faire attention à une copie en général aussi. Même virtuelle, c'est une interprétation aussi, hein. Quand vous vous transportez dans le Lascaux virtuel, quelque part, il y a des gens qui ont conçu ce système. Ils ont conçu aussi la façon dont vous allez pouvoir vous déplacer, la lumière avec laquelle vous voyez les parois. Donc, on est dans de l'interprétatif aussi, chose que vous n'avez pas quand vous êtes brut de décoffrage devant l'œuvre elle-même ou dans la grotte de Lascaux. Donc, il faut faire attention à ça. Mais de toute façon, on est dans je pense que toute la discussion qu'on a eue là cet après-midi ramène à ça. On est dans un monde où il n'y a pratiquement pas de vérité absolue, où on est tout le temps dans la nuance, où on est tout le temps dans l'interrogation. Et les gens qui ont besoin de vérité bien bétonnée, il ne faut pas qu'ils se spécialisent dans nos professions. Ils n'y seront pas heureux. Une prise de conscience justement avec Lascaux que la solution c'était de ne rien faire finalement. Est-ce que la conservation préventive n'est pas née avec les problèmes générés à l'intérieur de la grotte? Alors je sais pas, c'est un peu ce que pense Gaël. Enfin, pour lui ça a été ça, je crois, parce qu'il a eu la chance ou la malchance, je sais pas, de connaître Lascaux au moment des premiers grands troubles, grands désordres qui sont survenus dans la cavité et qui ont amené sa fermeture au public. En 64, je crois. C'est une décision de Malraux qui était assez courageuse. Mais parce que faut bien s'imaginer que Lascaux, c'est tout petit. Vous avez, c'est quoi, 5-6 fois cette pièce. C'est pas du tout une grande cavité comme Cosquer. Et vous aviez des dizaines de milliers de gens, plusieurs centaines de milliers par an qui pénétraient là-dedans. Il y a des images en noir, enfin des films qui ont été faits des premières foules qui rentrent dans Lascaux, avec les gens qui touchent avec le doigt, ou les gens qui fument. Par jour, je crois, à un certain moment. Guide qui a son... presque 2000 visiteurs par jour. Par jour, ouais. Oui. Ah, parce que ça enregistre, là? Oui, donc, pourquoi pas, hein. Et donc... oui, mais pourquoi pas. Et donc, alors...
il y a eu des aménagements. Alors, c'est comme toujours, vous aviez des gens qui étaient partisans de cette ouverture au public parce que il fallait montrer aux gens que c'est marrant, c'était les préhistoriens qui disaient oui, mais il faut faire comprendre aux gens que les hommes de la préhistoire c'était pas des sauvages, que c'était pas des grands singes, que c'était tout à fait autre chose, qu'on est déjà dans l'humanité. Donc, en leur montrant les peintures de Lascaux, tout le monde va comprendre. Donc, ils prêchaient aussi un peu pour leur chapelle, parce que c'est quand même un préhistorien n'a pas envie d'être pris pour un naturaliste spécialiste des grands singes. Il a envie d'être pris pour quelqu'un qui travaille sur les origines de l'humanité. Bon, peu importe. Leurs intentions étaient bonnes aussi. C'était de faire connaître la préhistoire sous un jour plus humain, plus réel aussi que les images d'Épinal, la peau de bête et machin, et les os dans le nez et tout ça. Bon. Donc ça, c'est du côté des... Mais alors, de l'autre côté, vous aviez des gens qui voulaient aussi ouvrir au public et qui n'avaient pas les mêmes intentions louables. Enfin, il y avait des intentions, on va dire, moins louables, mais plus mesurables, plus monétisables. C'était en particulier les propriétaires du terrain qui avaient le monopole de l'exploitation commerciale de la grotte. Et donc, vous avez eu des travaux énormes qui ont été faits pour la rendre visitable. Parce qu'à l'origine, l'ouverture était très petite. Et puis le sol était très inégal, très très dangereux. On pouvait pas, il fallait crapahuter quoi. Les peintures étaient très éloignées du sol, donc on l'a remonté. On a fait passer des gaines pour faire ventiler, pour faire passer l'aération et tout. Donc on a complètement perturbé évidemment ce milieu qui était un milieu clos et stable, ce qui avait permis justement la conservation des peintures sur ces dizaines de milliers d'années. Et ça a amené la catastrophe qu'on connaît et il a fallu fermer en catastrophe au public. Et donc Lascaux, c'est un bel exemple parce que ça nous met devant cette impossibilité quoi. On est techniquement, alors même si on arrivait à imaginer que chacun d'entre nous rentre dans Lascaux vêtu d'un scaphandre intégral et ne provoque même pas une élévation de 1/10 de température. Imaginons des solutions techniques extraordinaires. Étant donné la grandeur de la cavité, on ne pourra jamais rentrer à plus de X personnes par jour. Donc ça sera toujours réservé à un nombre limité de gens. Et ça fait partie des défis qu'on a dans notre secteur aussi. C'est que on ne peut pas tout. On peut pas faire rentrer des millions. On le fait au Louvre, on fait rentrer des millions de gens, mais il y a bien un moment où ça va finir par s'arrêter. Vous vous rendez compte que tous les ans, on se gargarise du succès que ça représente d'avoir franchi un pas supplémentaire de 100 000 visiteurs par an, puis de 500 000 visiteurs par an, puis de 1 million de visiteurs par an. Alors je sais plus combien on en est maintenant. C'est 8, non ? Il y a 20 ans, 15 ans, les vœux du directeur général du Louvre, c'était nous allons franchir les 6 millions de visiteurs par an. Mais le Louvre ne pourra pas indéfiniment, comme ça, accueillir de plus en plus de gens. Et ça, c'est aussi alors ça me fait penser aussi au développement durable. Parce que il y a quelque chose à dire aussi aux gens. On ne consomme pas indéfiniment. On ne peut pas consommer plus que ce qu'on a à disposition. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, le patrimoine, c'est un peu comme la nature. On doit le consommer entre guillemets, c'est-à-dire l'utiliser raisonnablement à la hauteur de ce qui est possible, tout en le maintenant pour les générations suivantes. Donc on a la même problématique qu'avec tous les enjeux environnementaux actuels. Il faut faire comprendre aussi aux gens que le patrimoine c'est un bien de consommation, mais pas n'importe lequel, et qu'il est aussi fragile, il est aussi limité. Et à force de le consommer, on risquerait de le détruire. Il est ni éternel ni inépuisable, comme les ressources, comme un bon nombre de ressources naturelles. 7,8 millions de visiteurs par an l'année dernière pour le Louvre. Bon, mais c'est de la folie, quoi. Alors, c'est d'autant plus de la folie qu'il se concentre dans quoi ? Ce qui doit représenter un 5e ou un 6e de la superficie du musée. Mais ça pourrait être ça, la solution. On va mettre... Remarque, c'est déjà le cas, en fait. On dispatche les grands chefs-d'œuvre un peu dans différents points du musée pour que les gens ne se concentrent pas tous.
C'est un des gros problèmes qu'on a avec les sites archéologiques aussi. Et d'une manière générale, avec toute la valorisation touristique, comme on dit, ou on dit aussi mise en touristification des sites ou des monuments. C'est bien, je veux dire, c'est bien d'ouvrir au public et de faire venir les gens. Et il faut voir les conséquences que ça a. Et ça a des conséquences sur le site lui-même, ça a des conséquences sur son environnement. On parlait de Cosquer tout à l'heure. Cosquer n'a jamais été ouvert au public, puisqu'il faut être plongeur. Donc ça limite déjà pas mal. Mais il y a l'autre grand site, Chauvet, pour lequel là on vient d'ouvrir, il y a quelques années déjà, un très grand lieu d'interprétation. Vous l'avez vu ? Tu l'as vu toi ? Il paraît que c'est génialement bien fait. Ouais. Mais moi j'ai suivi l'affaire au moment où Chauvet était à l'étude pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et où donc une des conditions, comme vous savez tous les deux, pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est d'être valorisé, d'être ouvert au public. Sinon, on ne peut pas figurer sur cette liste, en principe. Donc, il y avait très tôt, parallèlement au montage du dossier pour faire inscrire Chauvet sur la liste du patrimoine mondial, il y avait les études préalables pour créer un facsimilé, et d'emblée la barre a été mise très haut pour un facsimilé qui soit de très très grande qualité, meilleur entre guillemets que Lascaux 4 par rapport à Lascaux, parce que je crois qu'à Chauvet tu as quand même la température qui est un peu abaissée, tu as même des odeurs, des bruits de fond qui reconstituent ceux de la cavité, non ? T'as pas de ça ? Non. Je sais que tous les paramètres sont ils ont étudié contrôlés. tout un ensemble de paramètres. C'est assez génial comme idée, je veux dire. C'est très bien de faire ça. Mais alors moi, avec la température, on a l'impression de rentrer dans une grotte. Même si on est très au-dessus de la température de la grotte réelle, on est très en dessous de la température environnante. Donc on a une impression de fraîcheur en rentrant. Donc c'est gagné puisqu'on a cette impression de fraîcheur. C'est ça qui compte. Donc c'est très très bien étudié, c'est très bien. Alors, mais moi, ce qui m'avait complètement fait dresser les cheveux sur la tête, c'est qu'au moment où toutes ces études ont été faites, il était d'emblée affiché que on attendait pour ce facsimilé au moins autant de visiteurs que pour Lascaux 4. C'est-à-dire, je ne sais plus à combien on en est maintenant, c'est plusieurs centaines de milliers par an. Et à ce moment-là, Chauvet, qui se trouve en Ardèche, si je me rappelle bien, le département de l'Ardèche, à l'époque où on faisait les études pour Chauvet, pour le facsimilé de Chauvet, le département de l'Ardèche recevait 60 000 touristes par an en été. Et on espérait, 2 millions pour Lascaux, et on espérait faire autant pour le facsimilé de Chauvet. Alors cherchez l'erreur. Vous êtes dans un département où il y a 60 000 touristes par an. Il est calibré pour ce volume-là. Ouais. Et vous concevez le projet d'installer dans ce département un site touristique qui ambitionne d'accueillir 2 millions de visiteurs par an. Qu'est-ce qui ne va pas là ? D'accueil il y a quelque chose qui ne va pas, surtout dans la tête des gens qui sont censés réfléchir en termes d'aménagement du territoire et de voir un petit peu plus loin que le bout de leurs chaussures, quoi. Donc c'est pour ça, toutes nos histoires à nous, elles sont toujours finalement au centre, enfin pas forcément au centre, mais elles sont prises dans un maillage, dans un réseau d'interférences avec plein d'autres facteurs humains, économiques, sociaux, culturels, identitaires, historiques, politiques, tout ce que vous voulez. On ne peut pas raisonner d'une façon... les restaurateurs, on ne peut pas raisonner d'une façon simple. Le restaurateur, de temps en temps, il a cette tentation de...
c'est quand même très tranquille d'être avec son objet et puis de s'en occuper du mieux qu'on peut et on sait bien le faire et c'est satisfaisant, quoi. Mais quand même, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, en réalité, on baigne jusqu'au cou dans un monde complexe et on n'échappe pas à cette complexité. Et je crois pas que ça puisse s'enseigner. Mais si on pouvait l'enseigner, ce qu'il faudrait enseigner aux préventeurs, aux restaurateurs aujourd'hui, c'est l'intelligence des situations. Parce qu'on a à prendre en compte un nombre considérable de facteurs. Et on n'est qu'un petit rouage dans tout ça. Mais si on veut être un rouage utile, efficace, il faut qu'on ait conscience de tout ce qui est mis en branle dans la mécanique à laquelle on appartient. Est-ce que la conservation préventive, ce n'est que l'apanage des professionnels ? Est-ce que le grand public ne peut pas avoir une action sur la conservation du patrimoine ? Bien sûr que si. C'est pour ça que la conservation préventive a été d'ailleurs la première, ou presque une des premières, dans ce trio restauration, conservation curative, conservation préventive. La conservation préventive, elle a été la première à se rendre compte de la nécessité de sensibiliser les publics parce que on ne peut pas faire de prévention sans les gens. On a besoin d'un comportement adapté, coopératif, de la part de tout un chacun. Je veux dire, ça va de pas laisser tomber son papier sur le site archéologique, son papier de sandwich, quoi, jusqu'à comprendre pourquoi on va pas pouvoir éclairer à plus de 100 lux tel objet, et donc accepter de pas le voir très très bien, surtout si on est une personne âgée. Les jeunes, vous y voyez mieux avec moins de lumière, mais moi déjà ça commence à se gâter. Toutes sortes de choses qu'il faut qu'on explique aux gens, et on a besoin de leur concours actif, on a besoin de leur participation. La conservation préventive, ça repose beaucoup là-dessus, hein. Moi, je rêve d'un site archéologique où, à la fin de la visite, chacun prend un balai et puis fait sa petite part de nettoyage, quoi. Pourquoi pas, hein ? Quel est, selon vous, le message que nous devons transmettre au grand public pour mieux conserver ? Alors, je crois que le premier, c'est de faire... Le premier, c'est de leur faire comprendre, leur faire passer l'idée que le patrimoine est fragile. Voilà. Et c'est pas si simple parce que beaucoup de gens se disent, si ça a traversé les siècles, c'est que c'est costaud, quoi. Hein ? Puis on a des idées reçues. La pierre, ça traverse les temps, quoi, sans prendre une ride, si j'ose dire. Mais en fait, non, il faut montrer des exemples on peut montrer il y a des exemples où on voit par exemple des sculptures en pierre. Il y en a à la basilique Saint-Pierre de Rome, où à force d'être caressés par les pèlerins, vous avez les pieds qui sont tout... Et on voit plus les orteils. Il a plus d'orteils parce que tout a été lissé par les caresses successives. Bon. Donc même les matériaux qui semblent les plus inaltérables, si on veut les conserver sur le très long terme, on a un facteur infiniment grand qui est le temps, qui va multiplier donc la moindre petite risque, la moindre petite érosion, le moindre petit geste va être multiplié par ce facteur, le nombre et le temps. Donc deux facteurs, un qu'on ne peut pas contrôler, c'est le temps, puisqu'on voudrait que ça dure l'éternité, et puis l'autre qu'on peut essayer de contrôler un petit peu, qui est le nombre. Mais le nombre, on peut pas non plus, encore une fois, priver les gens du patrimoine. Ça n'aurait aucun sens. D'où l'importance d'avoir des comportements adaptés. Il faudrait transmettre des gestes réflexes, les bons réflexes aux futures générations. Oui. Mais je crois que à partir du moment où les gens comprennent à quel point ça leur appartient et à quel point c'est précieux pour eux, on n'a plus tellement besoin de faire appel à autre chose parce que les gens savent bien protéger ce qu'ils aiment. Simplement, il faut qu'ils se rendent compte que c'est à eux et qu'ils l'aiment. Et ça, malheureusement, ça a été déjà dit il y a fort longtemps par des gens qui ont écrit sur le patrimoine, parmi les premiers comme Bablon et Chastel. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit ouvrage un peu qui a été une référence pendant très longtemps. En fait, les gens ne se rendent compte du caractère précieux du patrimoine que lorsqu'il est menacé. Par exemple, quand vous avez un conflit armé et que vous voyez l'église de votre village bombardée, vous vous rendez compte à quel point vous y teniez à cette église. Et les gens
Il y a des images par exemple, du palais de la reine à Tananarive, à Madagascar, qui a été détruit par un incendie il y a un certain nombre d'années. Et les gens c'est leur patrimoine, et Dieu sait qu'il n'y a pas grand-chose sur cette île, en termes en tout cas de patrimoine historique. Ils sont là avec leur seau pour essayer d'éteindre l'incendie. Ils font la chaîne humaine avec leur seau et leurs maigres moyens. Pourquoi ? Parce que les bouches d'incendie n'ont pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient été installées par les Russes, alors que les voitures de pompiers étaient françaises. Donc, ça ne pouvait pas, ça coïncidait pas. Donc, les gens sont là, ils pleurent, et avec leur seau, ils essayent d'éteindre cet incendie. Et il n'y a pas d'image plus forte, si vous voulez, que ça. C'est de se rendre compte que quand une communauté, un peuple, un village, une famille est privé de son patrimoine, le voit menacé, le voit en danger, le voit en grand risque de destruction, là, tout d'un coup, il réalise à quel point c'était important pour lui, ou pour elle, ou pour eux, enfin bon. Et c'est ça aussi, c'est des choses qu'il faut montrer, si vous voulez. Il faut montrer aux gens à quel point regardez Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame, l'émotion que ça a suscité, bien au-delà des catholiques, du monde des catholiques, parce que tout d'un coup, on a vu ce monument emblématique, tellement inscrit dans notre mémoire collective, dans nos paysages quotidiens, dans notre image de Paris, en flammes. C'est insupportable. C'est des images qui étaient insupportables et qui ont fait pleurer beaucoup de gens. Et tout ça montre à quel point l'attachement au patrimoine est très fort. Et c'est la raison pour laquelle certains détruisent le patrimoine quand ils veulent détruire l'identité d'une nation, d'une collectivité, d'une communauté, d'un peuple, d'une ethnie, d'une religion. En détruisant le patrimoine dans lequel ces différents groupes humains s'expriment ou se sont exprimés, on les détruit à coup sûr, eux, et leur avenir. Donc, si on fait comprendre aux gens la force de ces liens entre ce qui fait leur identité, ce qui fait leur passé, ce qui fait leur avenir, celui de leurs enfants, et le patrimoine, on obtient tout des gens. C'est conserver notre identité, finalement. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que c'est très compliqué de conserver le patrimoine des autres et qu'on peut faire de grosses bêtises, parce que on est quand même plus à l'aise pour bien conserver, parce qu'on comprend bien ce qui appartient à notre culture, et on peut faire des grosses erreurs de compréhension, et par conséquent de véritables non-sens. Vous savez comment ça s'appelle quand on fait dans une traduction un contresens. Un contresens, voilà. On peut faire des contresens culturels quand on s'aventure sur des patrimoines qui ne nous sont pas familiers. Et c'est un des gros problèmes que rencontrent les restaurateurs d'objets ethnographiques qui réfléchissent. Parce que ceux qui réfléchissent pas, évidemment, ne les rencontrent pas. Mais ceux qui réfléchissent savent bien que c'est une des grosses difficultés de leur spécialité. À conserver, ce serait de la compréhension humaine, finalement ? Oui, je pense. Ouais. Oui, on peut dire ça comme ça. Et est-ce qu'un des rôles majeurs des politiques ne serait pas d'anticiper et de mettre en place des stratégies pour conserver le patrimoine ? Mais normalement, la politique, c'est ça. La politique, c'est développer une stratégie, et c'est une stratégie à long terme, ou en tout cas au minimum à moyen terme. Maintenant, si vous entendez par le rôle des politiques, alors la classe politique, les hommes politiques, ça pourrait être leur boulot, oui. On pourrait rêver qu'ils fassent ça, oui. Ça serait bien. Merci beaucoup, Marie Berducot, d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir.